Radio. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour vous interviewer ce matin. Christophe Bordet, rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour Raquel Garrido. Première question. Faut-il maintenir l'état d'urgence pour éviter le plus efficacement possible le fait que les actes terroristes restent hors de France? On pense évidemment à ce qui s'est passé à Londres ce week-end. Est-ce qu'il faut maintenir l'état d'urgence en France? Bon, tout d'abord, je l'ai déjà dit hier, mais ça va mieux en le disant même le lendemain. C'est vraiment mes pensées les plus solidaires avec les Britanniques et Londres. C'est vraiment ce qui leur arrive est très difficile. Nous l'avons nous aussi vécu à Paris, et donc c'est important dans ces cas-là de se sentir soutenu. Deuxièmement, pour répondre à votre question, l'enjeu c'est effectivement l'efficacité. Et l'efficacité commande de reconnaître que l'état d'urgence qui s'éternise, c'est-à-dire qui se normalise, n'est pas le plus efficace. L'état d'urgence, c'est un cadre exceptionnel qui permet de surprendre les criminels, parce que soudainement, il y a des procédures différentes. Or, quand elles s'installent dans le temps, alors il n'y a plus cet effet de surprise. Enfin, vous dites c'est pas efficace, mais enfin jusqu'à présent, il y a un certain nombre d'actes terroristes qui ont été évités en France. L'état d'urgence y a participé, donc vous ne pouvez pas dire que c'est inefficace non plus. L'essentiel des mesures de prévention ou de poursuite peuvent être faites dans le cadre législatif de procédures pénales terroristes. Antiterroristes classiques sont d'avoir recours à l'état d'urgence, je vous l'assure. Vous avez aujourd'hui des incriminations, par exemple l'entreprise terroriste, l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, c'est-à-dire en vue d'une entreprise, vous êtes même avant même l'acte, donc vous n'avez pas, contrairement à ce qu'on a pu le dire, besoin d'attendre que l'acte ait été commis, le crime ait été commis avant de pouvoir vraiment poursuivre quelqu'un dans le cadre de la procédure pénale actuelle. Donc pour vous, ça suffit, ce qui existe suffit. La procédure pénale antiterroriste, oui, est déjà très largement outillée pour pouvoir combattre le terrorisme. L'enjeu étant, pardonnez-moi, mais l'enjeu étant finalement ailleurs, c'est simplement dans la capacité humaine que nous avons à faire du renseignement, parce que là, évidemment, c'est une autre donnée, c'est-à-dire combien d'hommes physiquement vous avez pour surveiller, pour comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai envie de vous dire, et pardonnez-moi pour cette question un petit peu dure peut-être, mais ne pas soutenir l'état d'urgence aujourd'hui en France, est-ce que c'est pas se mettre du côté des terroristes? C'est une question tout à fait provocatrice que vous me posez là. Non, je pense que oui, mais moi je vous dis que c'est pas parce que nous avons été touchés dans notre chair qu'il faut abolir le discernement. Voilà, ce serait facile, évidemment. C'est plus facile pour moi de venir vous voir en disant faut mettre tout le monde en prison tout de suite, illico, supprimer toutes les libertés. D'ailleurs, supprimons aussi Internet, parce que vous comprenez, il y a aussi des gens sur Internet. On va parler de ça d'Internet dans un instant. Donc, ce serait facile pour moi de jouer la peur et la démagogie, mais il faut garder du sang-froid. Il faut garder du discernement et il faut écouter les gens qui sont sur le terrain et qui travaillent et qui connaissent ces dossiers-là. Voilà, ce sont des dossiers sérieux et il y a des gens en France qui ont une grande compétence pour les faire, et ces personnes disent que l'état d'urgence n'est pas ce qui est le plus efficace. Raquel Garrido, après l'attentat de Londres, Marine Le Pen appelle à un Yalta contre le terrorisme. Angleterre, États-Unis, France, Russie, Allemagne autour de la même table pour éradiquer le fondamentalisme islamique. C'est une bonne idée? Je pense qu'elle invente un peu le fil à couper le beurre, Marine Le Pen, parce que vous avez déjà cette coalition-là, elle existe au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, le renforcement des Nations Unies et du droit international en général dans un contexte de guerre et de violation des droits fondamentaux dans de nombreux endroits du monde, et en particulier en Syrie et en Irak, c'est un enjeu qui doit être fait aux Nations Unies. Bon, donc là, Marine Le Pen, de toute façon, c'est typiquement une réaction démagogique. Hier, j'ai été choquée, moi, par ces déclarations, parce qu'il n'y avait même pas un mot pour les victimes. Pas un mot. Même pas le minimum d'empathie. Cette femme. Dire un mot et avoir de l'empathie pour les victimes, c'est bien, évidemment, Raquel Garrido. Mais c'est la moindre des choses, me semble-t-il. Cela étant dit, parce que sinon c'est de la politique politicienne. France, comme en Grande-Bretagne, on attend des résultats. Oui, eh bien Et on les a pas. Pardonnez-moi, mais Marine Le Pen, elle-même a reconnu pendant la présidentielle qu'il serait parfaitement démagogique de dire que elle, si elle était présidente, garantirait que le monde soudainement cesserait d'être dangereux. Vous savez, les paramètres sont nombreux et une grande partie de ces paramètres se jouent à l'international, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon. La priorité, c'est
tout de même de s'assurer qu'il y ait désormais la paix en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, vous avez une liste de belligérants à mettre autour d'une table. Cette liste, elle a été faite par les Nations Unies et j'espère qu'on y viendra parce que jusqu'à présent, il y a eu en Europe une sorte de politique de guerre froide vis-à-vis de la Russie qui a empêché le déroulement normal et efficace d'une stratégie diplomatique visant la paix. Bon, maintenant que la France semble vouloir avoir une position plus indépendante plutôt qu'alignée sur celle de la Commission européenne, donc on semble dégeler cette sorte de guerre froide. Tant mieux. Ça veut dire qu'il faut avancer pour finalement avoir la paix. Alors, le Premier ministre ou la Première ministre britannique Theresa May affirmait hier qu'il serait temps que les services de renseignement de nos pays travaillent plus ensemble pour être plus efficaces. Le renseignement est à revoir en France notamment. Il est sous-doté. Sous Sarkozy, il y a eu 10 000 postes en tout dans la police qui ont été supprimés. Évidemment, ça ne concerne pas que le renseignement, mais ça concerne aussi le renseignement. Donc évidemment, il est absolument clé de renforcer ces secteurs-là parce que dans le fond, c'est la seule façon efficace de lutter contre nos adversaires et contre les criminels. C'est de comprendre par avance leur motivation, leur mode opératoire, et c'est ainsi que nous... Donc ça ne doit pas passer que par la technologie, mais aussi par l'embauche de personnel. C'est-à-dire que même pour avoir de la technologie, il vous faut du personnel, notamment la cybercriminalité. C'est un enjeu qui est à la fois économique, mais aussi il faut des hommes qui dominent, ils génèrent, même ils créent les techniques pour pouvoir être efficaces. Comment réduire justement l'influence des terroristes sur Internet ? Theresa May en parlait d'ailleurs hier également. Elle réclamait à ce que Google, par exemple, fasse un travail beaucoup plus approfondi dans ce domaine. Réguler Internet au niveau international contre le terrorisme, c'est une utopie. Surtout, il me semble qu'à 2 jours d'une élection, ça peut paraître assez démagogique parce que, évidemment, il y a un enjeu derrière de liberté publique qui est très important. Et donc, elle fait son show, quoi. Oui, c'est un peu ça, je trouve. Même les mots qu'elle a eus sur, par exemple, l'organisation communautaire de la société britannique, où la société britannique a toujours été organisée par communauté, toujours. Il y a qu'en France que nous sommes organisés autrement, où il y a par exemple un fort taux de mariage mixte à la première génération des migrants. Mais le modèle anglo-saxon de migration, et même parmi les Anglais, d'organisation sociale, il est très très compartimenté. Et soudainement, elle dit il faut arrêter ça, alors que ça vise essentiellement les musulmans. Bon, on en voit les résultats, de britanniques chez eux. Oui. Peut-être, moi je préfère le modèle français universaliste, ça c'est évident, je préfère postuler que nous sommes tous égaux plutôt que de nous compartimenter par rapport à nos aïeuls, quoi, à nos provenances. Mais ce n'est pas le système britannique, le système anglo-saxon n'a jamais été organisé comme ça. Dites-moi, Raquel Garrido, le président Macron doit présenter ce mercredi en Conseil des ministres une task force pour lutter contre le terrorisme rattachée directement donc à l'Élysée. Ça peut être une solution efficace ? Là aussi, les experts disent que non. L'idée d'avoir une sorte d'hyper-présence du monarque présidentiel sur ces sujets n'est pas efficace. Ce n'est pas à lui d'avoir le nez sur le lait qui bout et de prendre toutes les décisions au quotidien. Il y a des hommes et des femmes dans notre pays qui sont de très haut niveau et qui savent prendre des décisions. Il y a certaines décisions qui doivent relever du président de la République, mais le fait d'avoir comme ça une sorte de président qui a en permanence le nez dans le dossier de sécurité, ce n'est pas efficace. Et ça peut déraper, ce genre de task force ? Il pourrait s'occuper d'autres choses, pas forcément liées au terrorisme. Vous le craignez ? Ah, ça, de toute façon, aujourd'hui, vous savez... Écoutez Mélenchon, écoutez Garrido, que sais-je ? Vous avez... Pour nous écouter, il faut écouter Sud Radio, ça suffit. Ah bon, d'accord. Bon. Dites-moi, le Parisien dévoile ce matin l'avant-projet de loi qui doit permettre au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures pour l'emploi. Tout d'abord, vous dites toujours niet aux ordonnances, même s'il s'agirait d'être plus efficace. Oui, il me semble que les 400 et quelques candidates et candidats de En Marche qui actuellement font campagne aux législatives sont quand même gonflés parce qu'ils disent aux électeurs « votez pour moi, je vais pas faire mon travail ». Je rappelle qu'il y a un pouvoir, c'est le pouvoir législatif, ils sont quand même élus pour ça et payés aussi, et pas mal payés, 6 000 € par mois je crois. Et ils disent « je vais abdiquer mon pouvoir de député d'entrée de jeu ». Et je vais habiliter l'exécutif pour faire les lois à ma place. Bon, alors pourquoi tu te présentes ?
Mais la Non. majorité, elle n'est pas Non. faite pour ça, pour voter les lois? Si, c'est ce que je dis. Bon. Elle est là pour concevoir et voter les lois. Mais les ordonnances requièrent d'abord le fait que les députés eux-mêmes habilitent l'exécutif à fabriquer la loi à leur place. C'est ça le principe d'une L'autorisation est ordonnance. demandée au Parlement, oui. C'est ça, c'est-à-dire l'idée c'est que au lieu de fabriquer, c'est-à-dire par amendement, avec un travail, etc., législatif approfondi, la loi à l'Assemblée nationale avec des hommes et des femmes, des députés qui sont élus pour ça et payés pour ça, tout est renvoyé à l'exécutif. Donc moi je dis à ces candidats d'En Marche, vous vous foutez du monde. En même temps, vous avez vu l'efficacité sur la loi El Khomri. Ça a duré des heures, des jours, des semaines. Une partie de la loi a été complètement rabotée. Enfin, au final, c'était rikiki, quoi. C'est faux. La loi El Khomri, elle est très très grave et elle vous verrez au fur et à mesure qu'elle sera mise en application à quel point elle pourrit la vie des gens, parce que le fait d'inverser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire de permettre à une entreprise de déroger à la convention collective ou à la loi, en l'occurrence sur la durée du travail comme le prévoit la loi El Khomri, c'est quelque chose qui est profondément délétère pour le quotidien de tous les Français, de toutes les personnes qui travaillent. Je vous prends juste un exemple. Ouais. Par exemple, pour inscrire les enfants au centre de loisirs pendant les vacances scolaires, vous devez vous y prendre en avance aujourd'hui. C'est-à-dire, faut que vous préveniez peut-être 3 semaines, 1 mois en avance, en disant, moi, tel jour, je vais devoir mettre mon enfant au centre de loisirs. Mais grâce à la loi El Khomri, vous allez pouvoir changer ce type d'emploi du temps à la dernière seconde. Vous pouvez, en tout cas, l'entreprise peut décider d'avoir des modalités différentes d'organisation du temps de travail. Alors, comment on fait, nous, les travailleurs, si notre patron, il a le droit de nous changer les horaires la veille, mais par contre, sur tout le reste de la vie administrative, on nous demande d'être hyper prévoyant. Pareil pour aller solliciter un emprunt à la banque pour l'immobilier ou n'importe quoi. Plus on est précaire, moins on peut s'insérer. Raquel Et donc, Garrido, cette loi El Khomri, elle est vraiment déjà très très grave. Dans le détail du projet de loi Macron, la fin du contrat de travail, le renouvellement du CDD, etc., terminer les règles communes à tous les salariés, tout ça pourrait être renvoyé aux accords d'entreprise. Est-ce que ça, c'est la solution pour créer de l'emploi ? Non, c'est dynamiter totalement ce qu'il reste de droits sociaux pour les salariés. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et en particulier, j'ai lu dans les annonces ce matin la possibilité de déroger aux conventions collectives en matière de salaire. C'est la promesse de la baisse généralisée des salaires. Comme si le problème aujourd'hui, c'était que les Français gagnent trop. Le salaire des médians en France est 1800 €. C'est très très difficile de vivre avec 1800 € et moins. 50% des Français gagnent moins que 1800 €. Et vous avez des gens qui ont le front de dire, je ne sais pas combien eux ils gagnent. Je sais pas combien eux gagnent, mais de dire à tous les Français qui gagnent trop et qu'il faudrait gagner moins, je trouve que c'est une honte. Voilà, je trouve que c'est une honte, c'est extrêmement dangereux et il faut sanctionner lourdement En Marche aux élections législatives. Ou alors vous Donc, savez plus les de gens à quelle sauce vous allez te Plus manger. de souplesse dans les salaires, pour vous, ça veut pas dire plus de création d'emplois, par exemple? Pas du tout. Je vois pas pourquoi. Puisque de toute façon, si vous baissez le niveau des salaires des Français, vous baissez la consommation. Et je vous rappelle que 80% de la richesse française, elle est quand même mue sur une consommation locale. Vous avez aujourd'hui tout un tas d'activités, la majorité d'entre elles, où en fait il vous faut une clientèle nationale. C'est ici qu'on consomme. Alors déjà que les salaires sont bas, si en plus ils continuent de baisser, il y aura plus personne pour acheter aucun service. Donc c'est la mort du petit entrepreneur, des petits artisans, de toutes les professions qui ne sont pas délocalisables. Raquel Garrido, pour parler des législatives, La République En Marche pourrait obtenir entre 345 et 485 sièges selon les sondages. La France insoumise réduite à peau de chagrin face à La République En Marche. Ouais, ça me semble absolument lunaire comme prévision. Il y a une sorte de Macron-mania qui touche même les sondeurs et parallèlement à ça, les sondages ne se sont pas trompés à la présidentielle. Pourquoi ils se tromperaient aux législatives? Ils se sont trompés lourdement à la présidentielle. Pendant 1 an, ils ont annoncé que Marine Le Pen serait numéro 1. Sur les derniers mois, ils se sont pas trompés. Non, pas les derniers mois, les derniers jours. Donc non, pardonnez-moi, mais les instituts de sondage, ils jouent un rôle qui est particulier. Ils installent un état d'esprit pendant la présidentielle.